Bonjour à tous, bienvenue pour le deuxième épisode de la nouvelle série La Guerre des Étoiles, donc qui concerne la Ligue des Champions. Deuxième salve de huitième de finale aller. Au programme aujourd'hui, on a donc Lyon-Barcelone qui va concerner un club français, le deuxième engagé dans ces huitièmes. On a aussi Liverpool-Bayern Munich. On a Atlético Madrid-Juventus Turin et on va finir avec Schalke-Manchester City. On va dérouler les matchs un par un, faire un peu l'analyse de ce qui s'est passé, le pronostic pour le match retour, etc., etc. Donc pour cela, on a déjà un membre qui était déjà avec moi pour le premier épisode, c'est Guillaume. Oui, bonjour. Et puis on a fait un petit remplacement tactique, c'est Cédric qui est sorti, remplacé poste pour poste par Pierre-André. Salut. Donc pour les fans de Cédric, vous inquiétez pas, vous le retrouverez sur les autres podcasts avec nous, il reviendra en attendant. Aujourd'hui, c'est PA qui est avec nous donc pour débriefer en premier lieu Lyon-Barcelone, puisque PA est un fan de Lyon, donc je vais te laisser démarrer avec ce match 0-0 score final. Oui, franchement, on attendait un match comme ça sur la forme, disons, avec Barcelone qui domine la possession, qui frappe beaucoup. Mais on aurait pu attendre à ce que Barcelone mette des buts. Barcelone n'en a pas mis. Parce qu'il y a eu un bon gardien, Lopez. Ok, il faut le reconnaître. Mais aussi parce que Barcelone. On voit la stat, je crois qu'ils ont fait 20 ou 25 tirs et 5 tirs cadrés seulement. Donc c'est assez, ça montre leur manque de réalisme. Mais après, il faut quand même saluer le très bon match, je trouve, lyonnais. Ils ont su aussi en contre avoir quelques occasions intéressantes. Notamment, ils ont tapé la barre, notamment. Ils ont fait que deux frappes, mais les deux frappes, elles ont nécessité des vrais beaux arrêts de Ter Stegen. Et ils ont un peu plié, mais ils n'ont pas rompu. Après, la tâche reste difficile, je pense, et restera difficile au Camp Nou, mais au moins, tous les espoirs sont possibles. Et sur un match comme ça, ils vont y aller avec décomplexés, sans aucune pression. Je pense que les choses sont plus possibles, disons. Ils se sont enlevé la pression de devoir prendre aucun but et de devoir assurer à domicile. Maintenant, ils sont à l'extérieur, ils ont rien à perdre. On ne sait jamais. Ok, c'est un bon résumé. Si on essaye de rentrer dans l'analyse un peu plus tactique notamment, bon, j'ai envie de parler de l'aspect défensif d'abord. Ensuite, on viendra plus tard sur l'aspect Mm. offensif. L'aspect défensif parce que comme tu l'as dit, Lyon n'a pas concédé de but. Mais voilà, moi je vais avoir tendance à dire, je suis peut-être un peu critique en disant ça, mais que c'est surtout le fait de la faiblesse offensive de Barcelone qui m'a un peu étonné quand même sur ce match. Du moins de l'ultra dépendance à Lionel Messi, parce que je pense que même si ça a toujours été le grand joueur de ce club, j'ai l'impression que les Blaugrana ont rarement été aussi dépendants de Messi. Arthur leur a manqué à mon avis sur ce match, hein, le milieu brésilien qui finalement, on se rend compte là quand il est pas là que depuis cette saison il joue un rôle important en tant que milieu relayeur. Là, je pense que Valverde avait aussi ciblé peut-être la qualité sur le papier de la paire Ndombele Aouar côté lyonnais et qu'il a voulu la bloquer avec en lui répondant par une paire Sergio Roberto Rakitic. Donc ces deux-là ont fait le travail pour étouffer un peu le milieu lyonnais, ce qui a assez bien fonctionné. En revanche, ils n'ont pas été en vue du tout sur la partie offensive, ce qui fait qu'on a eu une équipe de Barcelone un peu coupée en deux, euh, avec Messi dans le rôle de tout quoi. C'était Messi qui était chargé de tout et Bruno Genesio avait choisi tactiquement de pas lui attribuer quelqu'un au marquage individuel comme il aurait pu le faire par exemple s'il avait fait rentrer Lucas Touzard dans le 11 Mitouzar, ouais. comme a fait par exemple Tourelle la semaine dernière on en parlait de l'individuel de Marquinhos sur Pogba. Ce choix-là n'a pas été fait. Bon, au final, Lyon. Après, tu vois, je rebondis quand même, je profite sur le coup de Messi. Ça se fait de mettre Messi, de prendre quelqu'un en strict sur Messi, mais Messi, ça reste Messi, quoi. Je veux dire, Touzard, il aurait peut-être été baladé par Messi à un moment ou un autre. Et il aurait suffi que de peu d'occasions.
Donc en soi, moi ce que je trouve qui a été le plus flagrant à Lyon et c'est ce qui a amené le plus de frappes et d'occasions, c'est Traoré à droite qui sait pas défendre sur Alba. Donc du coup, ils attaquent à deux contre un contre le pauvre Dubois qui pourtant a fait un match plutôt honorable. Ils attaquent à 2 contre un du côté gauche sur notre côté droit à nous. Et du coup, forcément, bah, il y a un décalage. Jordi Alba, il a eu peut-être 15 centres, 15 opportunités de centre dans le match. Et ça, après, il y a eu un nombre de fois où c'était danger et un nombre de fois aussi où Suarez et Messi et j'en passe ont tiré ont arrosé les supporters lyonnais qui étaient derrière la cage. Donc je Ouais, pense que c'était peut-être, je sais pas si c'était ciblé par Valverde ou pas, mais en tout cas, je trouve que ce choix de Traoré qui a été nul devant, tu vois, moi j'aimerais bien par exemple Terrier Cornet au match retour. Si on se concentre un peu sur Lyon, Cornet, je pense qu'il peut être beaucoup plus défensif que Traoré. Traoré, il sert à rien devant, il fait des gris-gris, il est pas ouf, et au moins il pourra bloquer un peu plus Alba, parce que là, Alba, il a fait ce qu'il voulait, quoi. Et tous les décalages partaient de que Alba était tout seul. Et après, ça créait forcément le décalage. Ils arrivaient à trouver Dembélé facilement. Moi, je pense que c'est en grande partie à cause de cette supériorité là-bas sur le côté gauche. c'est vrai que le danger est venu souvent de là, et bah, je continue en disant qu'il n'est pas forcément venu de l'axe, mais aussi beaucoup de la gauche, comme tu dis, bah, tout simplement parce qu'il y a eu ce déséquilibre créé par Traoré, qui à mon sens, c'est pas qu'il sait pas défendre, c'est qu'il veut pas défendre. Et ce Oui, oui, déséquilibre-là, non, non. on l'avait pas à gauche parce que Terrier était plus dans le devoir, et heureusement qu'il était là parce que Mendy est plus offensif que Dubois, et parfois Mendy s'est Mm. exposé un peu, mais Terrier a bien rééquilibré. Après, il vient de là aussi parce qu'on sait que naturellement dans le jeu du Barça, il suffit de voir les latéraux. À gauche, c'est Jordi Alba, à droite, c'est Nelson Semedo. On n'a pas les mêmes qualités Mm. offensives. Oui, On sait que la relation Alba-Messi, c'est un point important dans la construction offensive de Barcelone. Donc en plus, voilà, les choses se sont ajoutées. Pour en revenir à Messi, puisque c'est là que j'en étais, il y a eu le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. C'est que d'un côté, euh, alors, je vais commencer par le verre à moitié vide, c'est que cette paire Aouar Ndombele, moi, elle m'a pas convaincu pour ça, dans le sens où, en termes de positionnement, Messi s'est promené tout le long du match entre la ligne des deux milieux, qui en plus, on sait que c'est pas forcément des joueurs de devoir, au sens où je veux le dire. En plus, Aouar, après un carton jaune très tôt dans le match, n'a pas pu défendre comme il l'aurait dû. Donc, Messi était souvent entre ces deux-là et la défense. Ce qui fait que oui. on est arrivé très vite finalement sur la surface lyonnaise. J'ai l'impression que Busquets a réussi à trouver assez souvent Messi, comme tu l'as dit, Alba l'a fait aussi depuis la gauche, et finalement on est arrivé assez vite sur la ligne de quatre défenseurs. Heureusement, Suarez n'était pas dans un grand soir et n'a pas forcément occupé tant que ça les défenseurs lyonnais, qui ont pu se permettre de venir à deux selon le côté où se baladait Messi, parce que ça a été un problème aussi à gérer, que comme il n'y avait pas d'individuel dessus, il fallait communiquer tout le temps sur qui prenait Messi, parce que ben, l'Argentin il se promène partout, on le sait. Et parfois ça a libéré des espaces pour Dembélé, pour Suarez, pour Coutinho plus tard dans le match. Donc, tout n'était pas, disons, parfaitement organisé tactiquement, défensivement, mais c'est là où je veux en venir, voilà le verre à moitié plein. Si Barcelone a été si peu dangereux, c'est aussi parce que cette ligne de quatre défenseurs, et notamment deux joueurs que j'ai envie de mettre en avant, c'est Dubois et Denayer, ont fait des gros efforts physiques et dans les duels pour revenir. Souvent on les a vus revenir se jeter, tacler ou contrer un tir, ou voilà, même parfois Marcelo et Mendy l'ont fait aussi. Il y a eu au moins cet engagement de d'être assidu dans la tâche défensive, et Terrier aussi l'a fait, des bons retours, etc. Il y a eu au moins cette volonté de défendre à fond pour combler les éventuelles lacunes. Ça, c'est le gros point positif. Ah oui, oui, et puis franchement, heureusement qu'ils sont là sur plusieurs occasions, parce que si on n'a pas Denayer et Dubois sur ce match-là, voilà, je pense que c'est différent. Mais tu as raison par rapport à Aouar et Ndombele. Après, peut-être que, tu vois, pour moi, après, le problème là, sur ce match-là, tu vois,
j'aurais peut-être eu envie de mettre un 4-3-3 avec Touzard, Ndombele et Aouar en milieu central. Et à gauche, peut-être mettre Depay à gauche, Moussa Dembélé dans l'axe et Terrier ou Cornet sur le côté droit, tu vois. Ouais, ça aurait pu être Parce une que, solution pour densifier un peu le milieu, ouais, effectivement. en n'ayant pas le problème de devoir mettre et Depay et Fekir, bah, il s'est pas embêté, il a mis le système, alors qu'il aurait très bien pu densifier le milieu où il allait avoir Messi et où ça allait être un point d'ancrage important et un peu peut-être isoler Aouar, mais 10, enfin pas Aouar, pardon, Depay en 10, il n'a pas eu beaucoup de ballons à se mettre sous la dent et il a pas été très Voilà. efficace non plus. Surtout, voilà, c'est là que je voulais rebondir là-dessus, et on sait bien, on fait la transition avec la partie offensive Mm. de l'OL. Surtout que je rejoins ce que tu dis par rapport au système, dans le sens où Depay a été absolument inutile dans cette position qu'occupe d'habitude Fekir, parce que déjà, il a fait moins d'efforts défensifs que peut en faire Fekir. Par exemple, typiquement, on aurait eu besoin de lui pour gêner Busquets, parce que Busquets a Oui, été oui. le premier fer de lance des offensives barcelonaises, finalement. Il a joué un rôle de relayeur, lui qui est d'habitude un pur milieu défensif, comme il n'a pas eu de vrai meneur de jeu à cibler, bah, il a pu se concentrer un peu plus sur la relance, au grand bonheur de Barcelone, même si bon, ça n'a pas été très concluant, mais il a au moins été plus utile dans ce rôle-là, à la passe. Et donc Depay n'était pas positionné là. Depay, on l'a vu, à chaque fois que Lyon récupérait un ballon, son premier réflexe c'était de courir devant, d'aller chercher la profondeur, de faire des appels là-bas. Ouais, ouais. Ça aide pas à conserver le ballon. Quand vous jouez contre Barcelone, la possession sur l'ensemble du match, on est sur du 60%, 40% en faveur des Catalans. D'avoir fait Kir, sachant que Ndombele aussi, c'est plutôt un joueur box-to-box qui cherche tout de suite la passe verticale. Aouar est un peu comme ça aussi. Donc c'est ce qui a manqué à Lyon sur l'aspect offensif, c'est d'arriver à construire des actions placées, à conserver le ballon au milieu de terrain. Ils ont été très dérangés, comme je l'ai dit, par la pression de Rakitic et Sergio Roberto notamment. Et comme il y avait pas ce Fekir là pour garder le ballon, ben voilà, on a cherché on a cherché Traoré de paille parfois, rarement pour qui dribble quoi. On a cherché des frappes de loin avec Aouar et Terrier, c'est les deux plus grosses occasions du match, c'est ces deux frappes de 25 mètres dans les 10 premières minutes. Mais voilà, très peu de d'attaques placées finalement, qui auraient pu, voilà, très peu d'attaques placées et ça c'est quand même embêtant pour le match retour. Il va falloir que Fekir joue son rôle parce qu'on voit bien que sans Fekir en 10, il n'y a pas de créativité quoi. Ah oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Fekir, ben, la grosse différence qu'il a, je trouve, par rapport à Depay, c'est aussi sa capacité à protéger son ballon, à garder son ballon. Pour prendre la balle à Fekir quand il l'a dans les pieds, souvent, c'est soit parce qu'il s'est jeté par terre en simulant ou parce qu'il y a un contact sur lui, soit tu lui prends pas et il fait une passe. Je veux dire, alors que Depay, déjà, il n'arrive pas à se retourner, à se mettre face au jeu. Fekir, il a aussi cette capacité-là de pouvoir se mettre face au jeu. Il reçoit la balle de haut jeu, il arrive à se retourner, à se mettre face au jeu. Depay, il y arrive moins et il cherche toujours la profondeur. Depay, je trouve que moi, il peut être bon, c'est soit en pointe, soit à gauche. Ou justement, pour pouvoir profiter de cette profondeur et pour pouvoir apporter son aspect, sa qualité technique qu'il a, c'est sûr. Et comme tu as dit aussi, je suis d'accord avec toi, Fekir, il défend. Fekir, vraiment, c'est le premier défenseur de l'équipe parce que c'est celui qui va le presser le plus haut. Et dans un match comme ça, coup près, en plus, c'est le genre de gars qui choisit un peu ses matchs, on est d'accord. Et un match comme ça, il aurait été surmotivé et il aurait pu apporter quelque chose en plus. Après, on verra comment ça va se passer à Barcelone. Je pense qu'il fera du bien, son retour fera du bien au Camp Nou. Ouais, bah très bien. Écoute, je crois qu'on a fait un peu le tour de ce match. On va se projeter un peu sur le match retour au Camp Nou dans 3 semaines, avec le retour de Fekir qui va changer la donne. Est-ce que éventuellement Umtiti sera apte, pardon, à jouer à Barcelone peut-être aussi. Sinon, les équipes ne devraient pas beaucoup bouger, à moins que Genesio tente un coup tactique en changeant de système ou en changeant de tactique en voulant imposer un pressing très haut à Barcelone, ce qui, on sait, est quand même compliqué à tenir sur 90 minutes.
Là, sur ce match-là en particulier, en deuxième mi-temps, Lyon a choisi de reculer. Au final, ils s'en sortent plutôt bien avec cette tactique-là, même s'ils ont beaucoup subi. Il va falloir quand même être, à mon avis, un peu plus ambitieux offensivement parce que, comme on vient de le dire, là, on n'a pas vu grand-chose offensivement. Hein. Lyon, on va essayer de voir un peu quelques stats, c'est 5 tirs, 2 cadrés. Bon, il n'y a pas eu de, il y a pas, il y a, voilà, il y a pas eu de quoi s'emballer, comme on avait pu le voir contre Ah oui, Manchester non. City, par exemple, au match aller à l'Etihad où ils avaient su exploiter les contre-attaques à merveille, etc. Faudra peut-être aussi s'inspirer de ça pour faire une grande partie au Camp Nou Mm. et essayer de marquer parce que, ben, avec ce 0-0, mine de rien, marquer un but à l'extérieur, ça donnerait un gros avantage aux Lyonnais. Hein. C'est vrai que, ouais. Moi, je serais pas étonné, par exemple, qu'on voit un Cornet Terrier, enfin, qu'on voit plutôt un Terrier à la place de Traoré et du coup, à gauche de Paille et en pointe Dembélé, par exemple, tu vois. Je serais pas étonné que Traoré sorte de ce 11 assez rapidement pour le Lyonnais parce que, enfin, je trouve que il est vraiment, il est vraiment pathétique. C'est la rigueur, il plantait des buts et il était incroyable en attaque. On pourrait se dire, ok, t'as le droit de pas défendre, mais il est mauvais des deux côtés du terrain. Et comme tu as dit, je trouve que la défense, c'est avant tout une question de volonté. Enfin, on est ou on est plus, enfin, on n'est pas forcément bon défenseur, mais quand tu as envie de défendre, tu peux défendre. Quoi. Donc, et par rapport à ça, je pense que Fekir va pouvoir apporter un peu ce lien qui manquait dans le jeu placé et il va être qu'un atout et qu'une force en plus, surtout pour le côté offensif de Lyon, je pense. Donc moi après, c'est sûr que je veux dire les chances sont faibles, mais si rapidement en mettant par exemple peut-être tu as raison, hein, un pressing assez haut dès le début, là où ils nous attendent pas forcément, marquer un but assez rapidement et le match peut prendre une ampleur différente et ça peut être jouable. Hein. Moi je pense pas que les chances sont totalement nulles. C'est sûr qu'ils sont pas favoris. Sur le papier ils sont perdants quand même, mais ça peut jouer à pas grand chose et ils sont capables de faire des choses. On l'a vu à l'Etihad, ils sont capables de faire des choses intéressantes même à l'extérieur. Ouais, finalement, ce match qui paraissait déséquilibré et ce résultat de 0-0 qui représente, entre guillemets, pas forcément le match, dans le sens où Barcelone l'a dominé, Mm. il est positif pour Lyon et surtout, comme je l'ai dit, on n'a pas vu un Barcelone flamboyant. Moi, je suis un peu inquiet pour le jeu d'attaque de cette équipe. Alors, ah oui, j'ai oublié de le mentionner dans les retours, mais probablement qu'Arthur sera disponible au milieu côté barcelonais. Ça peut aussi changer la donne et Ouais. fluidifier l'attaque et alléger un peu Messi et faire le lien entre Busquets et Messi. Tu vois, c'est aussi quelque chose qui peut changer la donne et puis forcément l'ambiance de ce stade mythique qui va porter Barcelone et qui le rend favori parce que ne serait-ce qu'un un partout, ça serait, enfin c'est un miracle. Si Lyon revient avec un partout, c'est très difficile à accrocher ce genre de score là-bas. Donc oui, Barcelone est favori. Oui, ils ont des génies dans leur équipe offensivement pour marquer des buts. Je pense évidemment à Messi, mais il y a aussi Dembélé, il y a aussi Suarez qui peut sortir des gestes venus de nulle part. Mm. Voilà. Et puis il faudra que Messi ait retrouvé son niveau et parce que c'était pas du tout ça cette semaine. On l'a même vu rater des coups francs. Il y a un coup franc dans les 10 dernières minutes bien placé qui tire dans le mur. Mais quand je dis dans le mur, c'est au niveau des cuisses, hein, c'est même pas au niveau de la tête. Ah ouais, il en a eu deux très très bien placés. Et généralement, il en faut moins que ça à Messi pour qu'il score. Hein. Voilà. Là, le Donc premier, il le tire 30 mètres au-dessus. Le deuxième, il le tire dans les jambes. Alors c'est sûr que. donc Barcelone est dépendant de Messi, donc forcément le Mm. résultat dépend de Messi, comme je l'ai dit. Et voilà, on est à peu près tous les deux d'accord pour dire que Barcelone est favori, mais ce score de C'est sûr. 0-0 Ouais. laisse la possibilité à Lyon d'y croire. Guillaume, je vais te donner la parole. Je sais pas si tu veux encore rajouter quelque chose sur Barcelone-Lyon, et puis sinon, ben écoute, je te laisse enchaîner. Pardon, moi j'ai pas vu le match, j'ai juste les données d'expected goals, parce que vous savez, fan de stats. Lyon-Barça, ça termine à 0-0 dans la réalité. Aux expected goals, ça terminerait à 0,6 pour Lyon et 2 pour Barcelone. Ouais, c'est cohérent. Oui, Donc donc voilà. c'est cohérent, c'est sûr. Cette Voilà, stat à chaque. c'est cohérent avec ce que vous avez raconté et de ce que j'ai lu sur le Ouais. match, donc tout va bien.
Cette stat Ok. est toujours intéressante à étudier, je trouve. Eh Il ben, n'y en a on pas enchaîne beaucoup qui alors. sont. Ouais, on enchaîne. Donc c'est à moi. C'est à moi, Liverpool-Bayern, donc c'est moi qui ai vu le match. Alors tout d'abord, il fallait dire, comme Cédric l'avait dit lors du dernier podcast, Van Dijk et Gomez étaient... Enfin, Van Dijk était suspendu, Gomez était blessé, donc il y avait une charnière centrale assez étonnante du côté de Jürgen Klopp, avec Matip et Fabinho donc alignés. Lovren Et le blessé plan de jeu, aussi, il on a été... précise, hein. Comment? Dejan Lovren blessé aussi. Ce qui Et fait donc que... Vas-y, vas-y. Ouais, non, je disais, c'est juste pour dire que Dejan Lovren était blessé aussi, ce qui s'ajoute à Van Dijk et Gomez, qui fait que c'est Fabinho qui a joué parce que c'est pas du tout son poste. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais donc voilà, le plan de jeu, en fait, a été, moi, je trouvais, était assez simple et assez lisible de la part de Liverpool. C'est qu'ils ont décidé de laisser le ballon à Munich et d'aller presser assez haut, notamment un pressing à la perte par les trois de devant qui est assez intense et qui a beaucoup, beaucoup gêné les Bavarois. Notamment, on a vu en début de match des fois le ballon qui revenait jusqu'à Manuel Neuer qui voulait sortir proprement par ses défenseurs et très gêné par ces trois attaquants des Reds. Au bout de deux, trois fois que voir le ballon ne pas sortir, c'était un aveu de faiblesse et c'était balancer un long ballon devant en espérant qu'au second ballon, les Bavarois seraient dessus et ils l'ont rarement été. Ce qui fait que Liverpool a pu récupérer des ballons comme ça et au lieu de prendre son temps dans la construction, Liverpool a plutôt essayé de jouer la transition grâce à du jeu rapide à une ou deux touches maximum. Et là-dessus, j'ai trouvé Henderson et Firmino assez excellents dans cette orientation du jeu, ce qui fait que Liverpool a amené beaucoup de danger sur le but de Manuel Neuer, même si quand le ballon arrivait sur Mané devant les buts, il a pas su vraiment la mettre au fond. Il a jamais fait le mauvais geste, hein, et le bon geste, pardon, avec 0-0 à la fin, on s'en serait douté. Mais il a eu les occasions et il a assez manqué, donc ça, c'est assez dommage. Euh, Parce que de toute façon, on le voit, hein, la statistique d'expected goals à 2,2 pour Liverpool et à 0,5 pour le Bayern, ça montre aussi le match qu'on a vu, hein. Liverpool avec beaucoup plus d'occasions, des frappes de loin dans la surface et des bons ballons. Manuel Neuer n'a pas forcément fait beaucoup d'arrêts, c'est vraiment les attaquants de Liverpool qui ont raté beaucoup de choses. 16 tirs, Et en 2 cadrés face, quand même, hein, c'est impressionnant, hein. 16 tirs, 2 comment? cadrés. Là, en vrai, le match était pas joli, hein. J'ai pas passé un super moment mardi soir devant la télé. Ah oui, mardi soir, les matchs, ils étaient pas. C'était pas là qu'on a eu beaucoup de buts, hein. Ouais, c'est sûr. Mais donc, du coup, on s'attendait peut-être à ce que l'expérience de Lewandowski aille gêner cette charnière centrale détonnante du côté des Reds. Et en fait, pas du tout, parce qu'il a pas beaucoup pu être servi. Gnabry et Coman sur les côtés ont été assez percutants. C'est presque les seuls qui ont apporté du danger. Parce que sinon, le milieu du terrain du Bayern, on l'a pas vu. Pas beaucoup. En tout cas, Rames en 10 a été invisible. Enfin, très clairement, il a quasiment pas été là, donc c'est assez dommage. Il n'y a pas eu ces orientations de jeu assez intéressantes et il n'y a pas eu de phase de construction, même longue, dans le camp adverse. Donc un match très décevant du Bayern. Euh, donc voilà, ils ont eu à un moment donné, entre la 35e et la 45e, des enchaînements de corners qui auraient pu potentiellement donner quelque chose. Mais la plus grosse occasion du match, c'est triste à dire, mais c'est Matip qui a failli marquer contre son camp à la 12e minute. Ah oui, Donc, d'accord. voilà quoi, c'était assez décevant pour une affiche comme ça. En revanche, on s'inquiétait la semaine dernière de comment allait tenir la défense munichoise, qui, on le sait, est pas mal en difficulté en ce moment. C'était Hummels, Süle en charnière, hein, c'est ça. C'est ça. Et puis Alaba, Kimmich sur les côtés, qui sont parmi les meilleurs latéraux au monde. Mais cette Mm. charnière centrale, elle a bien tenu quand même. C'est le point positif à retirer du côté du Bayern, je pense. Voilà, donc défensivement plutôt bon, et puis offensivement moins bon. Je pense que c'est le bilan général de cette partie, qu'on attendait quand même un peu mieux que ça, hein. Liverpool-Bayern, c'était une affiche qui vendait quand même pas mal de rêves. Qu'est-ce qu'on dit du match retour à l'Allianz Arena? À qui est Alors déjà du l'avantage? match retour, c'est que Kimmich sera suspendu. Ok. Kimmich sera suspendu, donc ça va changer.
On peut imaginer du changement dans le milieu de terrain, bavarois. Ribéry, sur le quart d'heure où il a joué, a été assez intéressant. Euh, Parce que le seul, de toute façon, qui a été intéressant du côté du Bayern, c'est. Attendez, j'ai perdu son nom. T'as dit Coman et Niabé. Bah, ça, c'est Coman et Gnabry sur les ailes, mais dans les milieux, il y a Fernandez. Non, comment il s'appelle? Alcantara, Martinez. Non, non. Voilà, Non, Martinez, merci. ah, ok, d'accord. C'est le seul qui a été bon parmi Et, les milieux, j'ai trouvé. Et bon, et voilà, Goretzka, il Gnabry a quand pas joué? même. Comment? Rafinha, il est rentré sur la fin de match, mais vraiment, les remplaçants n'ont pas été Et très. Goretzka, il a pas joué? Faudrait que je reprenne mes notes. Je suis plus sûr de ça. Enfin, il était remplaçant, en tout cas, ça c'est quasiment certain. Donc, non, Et non. donc, voilà, je sais pas trop un peu. Enfin, en soi, rien n'a été très mauvais, mais rien n'a été très bon non plus. Et enfin, ça serait quand même étonnant qu'en 3 semaines, les deux blocs changent de manière incroyable. Il y a beaucoup plus de bonnes choses du côté de Liverpool que du côté du Bayern, mais au final, le Bayern, c'est presque. Enfin, la mission est quasiment. Enfin, pas accomplie, mais la mission est bien partie parce que ramener 0-0 dans le field, c'est déjà un bon point. C'est sûr que, ouais, c'est. Dans ce 0-0 là, quand même, le gagnant, à chaque fois, c'est toujours l'équipe qui est à l'extérieur. Et là, sur le papier, je pense que les chances sont un peu plus pour le Bayern, quand même, hein. Même si Alors oui et Liverpool a non, parce montré. que bon, on connaît Je quand pense même la que. force de frappe offensive de Liverpool. Salah est pas forcément dans une bonne passe en ce moment. On sait que des fois pour un attaquant, il suffit de pas grand-chose pour avoir le déclic. Il reste quand même ce trio offensif avec des joueurs comme Wijnaldum au milieu qui peuvent être aussi excellents. Ah oui, non, non, mais je Euh, dis pas, je dis que oui, Liverpool a aucune chance, mais je pense que historiquement, et si on regarde les stats en général, à 0-0 à l'extérieur, on part avec un peu plus de, disons, de pourcentage de chances de se qualifier. Moi, ouais, je bah laisse quand écoute, même. bon c'est voilà, je te rejoins hein, dans l'absolu, mais je dirais que là, Moi aussi, je suis d'accord avec toi que je pense que Liverpool. je mettrais bien une Enfin, pièce quoi. je vois quand même Liverpool se qualifier, Je même mettrais si. bien une pièce parce que le passage de Fabinho au milieu de terrain quand Van Dijk sera revenu, ça va fluidifier, je pense, le jeu. Comme je l'ai dit, à ce trident offensif, on sait jamais ce qu'il peut nous réserver. Et puis, quand Van Dijk sera là, et voilà, Liverpool c'est une bonne défense. Je pense que s'ils arrivent à mettre un but en première mi-temps, après, je les vois mal en prendre deux ou trois quoi. Ah oui, non, ouais, c'est sûr ils en prendront pas beaucoup, hein. Ça va pas joué à beaucoup de buts, hein. Le retour de Van Dijk, Fabinho au milieu défensif, c'est très très solide Liverpool en défense. Après, il va falloir qu'ils trouvent la solution à l'extérieur avec quand même l'alliance. Va falloir que Mané arrête d'avoir le pied carré. Non mais il a raison, c'est un peu caustique, mais c'est vrai que c'est un attaquant qui est assez peu adroit devant le but, ouais. Bah, surtout qu'il est servi, mais il croque, donc c'est dommage parce que il a des très bons ballons qui lui sont arrivés pendant tout le match et il n'a jamais réussi à se montrer vraiment, enfin à se montrer décisif en fait, tout simplement. Ton petit Ouais, prono, ouais, du bah, coup, je vois toi, ce que tu veux Guillaume, dire. pour le match retour, ton pronostic? Bah, moi, je vois quand même Liverpool passer parce que justement, vous l'avez dit, hein, le retour de la défense, notamment avec Van Dijk, ça va être assez intéressant. Liverpool a cette capacité à pouvoir faire le dos rond en défense, bien passer en laissant volontairement l'adversaire s'installer pour après jouer la transition sans trop tergiverser et lancer le trio d'attaque. Ça peut être très dangereux. Et si le Bayern retombe dans ces travers défensifs qu'ils n'ont pas eu au match aller, enfin, ce qu'ils n'ont pas eu donc mardi soir, ça peut vite devenir très dangereux pour les Bavarois, même s'ils seront à domicile. Ok, très bien, bon, on a fait le tour, donc ça c'était le deuxième match, on va essayer de pas manger le chrono, et on va passer à Atlético-Juventus, confrontation attendue entre notamment Cristiano Ronaldo et la fameuse défense uruguayenne de l'Atlético, hein, Ronaldo de retour à Madrid. L'Atlético galvanisé aussi par l'idée de jouer la finale à domicile, puisque la finale, ça sera dans leur stade le 1er juin. Et l'Atlético Ouais. qui, dans les derniers instants du match, s'en sort avec une victoire 2-0
qui vaut très 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 cher dans la course au quart de finale. Guillaume, encore une fois, c'est toi qui a vu ce match en entier, donc je te laisse démarrer. Ouais, bah déjà pareil, pour reprendre un peu ce qu'on a dit au podcast précédent, on se posait des questions sur la défense qu'elle allait aligner la Juve. Finalement, Chiellini et Bonucci étaient bien présents, alignés en défense centrale, donc ça promettait de la rugosité, comme on prévoyait. Et au final, bah, on a vu on sent un plan de jeu assez intéressant. L'Atlético a de nouveau voulu laisser le ballon un peu à la Juve, de la même un peu manière que Liverpool, pour essayer d'un peu de jouer les transitions. Donc ils ont à la fois alterné le pressing haut et le bloc médian parce que la Juve a réussi à contourner assez rapidement ce bloc de l'Atlético et à trouver des ouvertures en mettant la balle dans la boîte via les ailes. Et c'était marquant, c'est que il y avait beaucoup plus, enfin, il y avait beaucoup de Turinois, oui, ça se dit, de Turinois dans la surface que dans les actions inverses. Puis on le sait, hein, avec Cristiano, avec Mandzukic, c'est tout de suite dangereux de mettre le ballon dans la boîte. Et malheureusement, ils ont réussi à bien le faire en première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, c'est vraiment Madrid c'est vraiment Madrid enfin, c'est vraiment l'Atlético qui a dominé tous les débats, qui est vraiment rentré dans cette mi-temps de manière assez agressive et qui a réussi à complètement faire déjouer les Turinois. Typiquement, il y a un face-à-face manqué de Costa dès la 50e minute, où Chesney était parti du mauvais côté et Costa rate de 3 mètres le but, mais bon, il revenait de blessure, ça peut s'expliquer. 2 minutes plus tard, il y a Griezmann qui tente à lob, qui est sorti du bout des doigts par Chesney sur sa barre. Et donc là, la Juve, elle arrive plus du tout à mettre un pied devant l'autre, elle arrive plus du tout à aller attaquer. Et au final, Morata va remplacer Costa à la 57e. 69e, il y a but refusé à Morata pour une poussette légère mais présente sur Chiellini. Et au final, c'est deux buts sur coup de pied arrêté à la 75e et à la 80e, quelque chose comme ça. Où 78 la et Juve n'arrive 83, ouais. voilà, où la Juventus n'arrive pas à se dégager, le ballon reste dans la surface et presque, enfin, c'est presque une revanche, c'est que, enfin, même pas une revanche, c'est que c'est Jiménez et Godin qui marquent, alors qu'en face, ils ont réussi à museler Cristiano Ronaldo, donc ça fait 2-0 au final pour l'Atlético qui s'en sort bien. J'ai pas les stats d'expected goals sur ce match, j'ai pas réussi à les trouver, mais, euh, mais l'Atlético s'en sort bien. L'Atlético a montré un visage intéressant et la Juve a beaucoup de travail à faire pour espérer faire quelque chose dans son stade. Vous vous rendez compte quand même? On va peut-être vivre une année où Cristiano Ronaldo est en finale de la Ligue des Champions et pas LeBron James en finale NBA. C'est fou quand même, hein. C'est pas faux. Ça fait, c'est vrai que ça ferait quelque chose quand même. On vit un monde incroyable, S'il n'y Pierre-André. a pas Ronaldo, non, mais Ronaldo, ça fait au moins enfin, ça fait un petit moment qu'il les enchaîne, quoi. Et là, il est parti là-bas avec un nouveau défi et pour l'instant, Ah bah ça serait un échec, pas c'est en bonne sûr. posture. C'est Ah oui, sûr il est que pas en si bonne la posture, Juve hein. sort en huitième, ça serait un échec. Ah oui, Et il est pas là-bas, il est pour gagner le rien, hein. Donc, symboliquement, je trouve ça très intéressant en plus que ce soit Jiménez et Godin qui marquent les deux buts de l'Atlético parce que ah oui, je c'est suis d'accord. c'est vraiment c'est vraiment l'image qu'on a de cette équipe et sans être supporter de l'Atlético, j'avoue que je suis très triste que Godin s'en aille à l'Inter en fin de saison parce que c'est vraiment le joueur emblématique de l'Atlético Madrid, le soldat de Simeone, lui aussi, on l'a vu dans toutes les épopées de l'Atlético depuis que ce club est arrivé au premier plan. Là, on a vu sa réaction après le but. Il va voir les supporters, il est carrément en transe. Rien, malgré cette, Ouais, bah, il est carrément en transe, oui. ouais, malgré son départ à la fin de saison, Godin reste encore très attaché à ce club et ça fait plaisir à voir malgré les dissensions qu'il a pu avoir avec les dirigeants et que le public lui en veut forcément un peu de partir gratuitement comme ça. Ben, il est toujours là Coucou et Rabiot. pardon? Non, il parlait encore d'un Parisien qui fait des problèmes. Ah, mais non, pour revenir à de l'Atlético, du coup, voilà, même si le public lui en veut, Godin reste présent et il a cette mission avec ses coéquipiers d'emmener l'Atlético en finale à domicile.
Et honnêtement, vu la prestation d'hier soir, je pense qu'ils peuvent y croire. Je vais me projeter tout de suite vers le match retour. J'ai envie de dire quand même que, voilà, petit bémol, je vais me couvrir. S'il y a bien une équipe qui peut faire ce genre de remontée, c'est la Juve, parce qu'on sait qu'il y a aussi une ambiance particulière à l'Allianz Stadium de Turin. On sait que Cristiano Ronaldo, voilà, il n'y a pas débat pour dire que c'est le meilleur joueur du monde, en tout cas vu un des tout meilleurs et le meilleur sur les 10 dernières années avec Messi. Et il peut renverser d'un retourné acrobatique, comme on l'a vu la saison dernière avec le Real, il peut complètement renverser une confrontation. Voilà, c'est pas joué encore, mais effectivement, l'Atlético a fait un grand pas vers les quatre. Voilà, après, donc, match retour, il y aura Diego Costa suspendu, Thomas Partey de même, et Alexandro du côté de la Juventus qui ne sera pas non plus de la partie. Donc bémol aussi, bémol pour les deux équipes finalement, mais c'est vrai Ouais, même qu'Alexandro à si gauche, Alexandro n'a pas été bon hier, hein. ouais, C'était laborieux. Il n'était pas à la, il était pas à la hauteur de l'enjeu, il n'était pas à la hauteur voilà, il a pas saisi le match comme on attendrait d'un joueur à ce niveau. le temps file. Je vais vous demander rapidement un petit pronostic court pour le match retour. Alors moi, je veux bien t'aider. J'ai été nul cette semaine, mais moi, je vais te dire que match passe, forcément. Moi, je vais tenter le coup de la Juventus qui passe quand même malgré cette défaite au match aller. Je vois un grand Cristiano Ronaldo est capable de mettre un triplé s'il faut et de le. Mais enfin, je rigole sur le triplé, mais en tout cas, je vois la Juve capable de se transcender. Ok, Donc, bah ça va être c'est des avis tranchés, mais voilà. ça va être un beau match, je pense. Mais Ouais, après, ouais, je pense que le fait que la Juve soit au pied du mur, ça relance complètement ce qu'on ah attendait de ouais, ce ouais. match, et le retour peut être effectivement très intéressant. Dernier huitième de finale à aborder dans ce podcast. Comment dire, je l'ai regardé sans grand enthousiasme au début. On en avait parlé hein, la semaine dernière en disant que c'était quasiment plié d'avance, mais à culpa. Euh, Ça s'est fini à 3-2 pour Manchester City, mais alors au bout du suspense, c'est devenu un match complètement fou. Le début de match avait tendance à me donner raison parce que c'était carrément un sens unique. Le premier quart d'heure, les Allemands n'ont pas vu le jour. Manchester City a dominé de la tête et des épaules le premier quart d'heure. Pas mal d'occasions à droite à gauche qui sont pas rentrées, mais le scénario était là. Au final, un peu de manière étonnante, à la 18e minute, c'est Schalke qui offre l'ouverture du score à Manchester City. Le gardien Ferman qui fait une relance dans l'axe hallucinante dans un tel match pour Salif Sané, ancien joueur de Bordeaux qui arrive pas du tout à gérer la situation. Ça se finit avec David Silva qui récupère le ballon dans la surface, qui la donne à Agüero qui a plus qu'à pousser au fond. Donc 1-0. Et alors là, contre le cours du jeu, les joueurs de Gelsenkirchen qui mettent deux pénaltys juste avant la mi-temps pour mener 2-1 à la mi-temps. Incroyable, ils voyaient pas le jour dans ce match. Ils s'en sortent sur une des premières contre-attaques, c'est leur latéral Caligiuri qui rentre sur son pied gauche pour frapper, et contré par la main d'Otamendi. Alors là, on en arrive, selon moi, aux limites de la VAR, c'est-à-dire que, et puis aux limites de la règle sur les mains aussi, puisque c'est l'interprétation de l'arbitre qui fait qu'il y a penalty. Otamendi, oui, il fait main, effectivement, il contre le tir de la main, il a la main légèrement décalée du corps, mais il a en même temps sa main, il est en train de la rabattre derrière son dos, et une fraction de seconde après qu'il ait touché la balle, d'ailleurs on voit bien que sa main est dans son dos, il était en train de la rabattre. Donc voilà, c'est cruel à siffler, mais bon, dans ces cas-là, je pense que l'arbitre juge que il y a une frappe qui se dirige vers le but, elle est contrée par une main à peu près décollée du corps. Intentionnel ou pas, c'est toujours difficile à dire, donc c'est l'interprétation.
Et ce penalty-là qui en plus vaut un carton jaune à Otamendi, je pense que c'est plutôt pour la contestation que pour la main. Et juste avant la Bah après, mi-temps, de toute façon, on t'a pas très bien entendu, PA, si toujours une tu des veux fautes les répéter. plus difficiles à. Non, je veux dire, la main, ça restera toujours une des fautes les plus difficiles à juger dans le foot, quoi. Ce sera difficile de dire c'est involontaire, c'est pas volontaire. Donc, je veux dire, il faudrait qu'on arrive à trouver une façon de la que dont que la règle soit bien plus standardisée et qu'on n'ait pas à se dire ben là que l'arbitre n'ait pas trop à réfléchir, quoi. Mais après, je n'ai pas la solution, mais en tout cas les mains c'est toujours des décisions difficiles à juger, quoi. Ouais, celle-là a été en plus assez, du coup, lourde de conséquences, forcément. Et par Ouais, contre, le c'est sûr. deuxième penalty, lui, il souffre d'aucune contestation. C'est Fernandinho qui fait une faute absolument débile. Sur un coup franc, il retient son vis-à-vis qui était loin du ballon. Enfin, Ederson était sorti prendre le ballon. Je veux dire, il n'y avait aucune raison de faire faute. Il l'accroche, mais quand je vous dis qu'il l'accroche, c'est que vraiment il le tient par la taille. Hein, c'est pas quelque chose de discret. Voilà, une erreur. Enfin, je comprends pas comment un joueur de ce niveau-là peut faire une faute comme ça. Donc, qui vaut le deuxième but à Manchester City. Là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont menés 2-1, c'était pas du tout le scénario en plus. Et puis, qui plus est, deuxième mi-temps, ils ont un peu paniqué, ils ont commencé à perdre leur jeu. Chaque attaquant a voulu faire la différence tout seul. On a perdu le lien collectif de cette équipe des Sky Blues. Voilà, ils ont eu des occasions aussi qu'ils n'ont pas mises, ils n'ont pas été réalistes, un peu comme Barcelone. On a perdu cette équipe. Et en plus, alors là, c'était le coup de massue, quoi. C'est le deuxième jaune d'Otamendi. De la même manière que j'ai dit que la faute de Fernandinho était débile, bah pareil, il sait qu'il a un carton jaune. Il se jette bêtement à 45 mètres de son but pour venir tacler. Enfin, ça n'avait aucune utilité. Il prend le deuxième jaune, il sort. C'est Compagnie qui rentre à la place de David Silva. Il y avait besoin d'un défenseur central. Je reviendrai d'ailleurs sur les choix de Guardiola. Et, et ben finalement, cette équipe a fini par s'en sortir. On dit que c'est un peu l'attrait aussi des grandes équipes quand elles sont dominées d'arriver à trouver des solutions. On en a parlé typiquement avec le Real la semaine d'avant à Amsterdam. C'est un peu pareil, ils étaient en difficulté, comme je l'ai dit, ils paniquaient dans le jeu. Ils ont eu un coup franc à la 85e minute. Leroy Sané, formé à Schalke, c'était son ancien club, qui était entré en jeu une dizaine de minutes auparavant, qui prend ses responsabilités, qui nous envoie une praline du pied gauche à la Roberto Carlos, un peu Ah, lui il a un pied gauche, voilà. fouetté comme ça, très puissant. Elle finit pleine lucarne, poteau rentrant, même si je dis pas de bêtises. Imparable pour le gardien. Franchement, si vous avez pas vu ce but, je vous encourage à aller le voir. Il est absolument extraordinaire. Vraiment, j'ai été subjugué par le coup franc. Et forcément, ça relance la partie. Et là, Schalke se fait encore enfoncer 5 minutes plus tard sur une action, mais anodine. Donc vraiment, pour moi, c'est le comble de ce match, c'est que les 3 buts de City, alors qu'ils ont dominé dans le jeu, ils les marquent sur des actions, soit des coups de pied arrêtés, soit des actions un peu folkloriques, quoi. C'est un dégagement long d'Ederson depuis son camp vers l'aile droite de Sterling. L'arrière gauche allemand glisse, tombe, Sterling se retrouve tout seul face au gardien, et là il a un instinct génial qui est de pas du tout contrôler le ballon, et sans contrôle, le petit plat du pied qui trompe Ferman, qui s'y attendait pas, et ça nous fait 3-2 à la 90e minute, donc les Citizens ont renversé une situation qui était bien mal partie, et maintenant du coup, avec une victoire 3-2 à l'extérieur, ils sont très 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 bien partis pour les quarts de finale. Donc, qu'est-ce que j'avais à rajouter encore sur ce match? C'était peut-être l'aspect tactique du choix de Guardiola. Défense centrale titulaire, Fernandinho, Otamendi. Il y avait de quoi, il y avait de quoi craindre. Hein. Et ouais, j'étais un peu étonné du coup du choix de pas mettre Compagnie. Bon, John Stones était blessé, ce qui peut expliquer le choix de voilà, qu'il était un peu en galère de défenseur central, quoi. Mais il y avait aussi la possibilité de mettre Laporte dans l'axe et de faire jouer un Danilo ou un Zinchenko à gauche.
Donc voilà, à mon avis, il y avait d'autres solutions que ce Fernandinho Otamendi qui n'ont pas du tout fonctionné. Les deux sont coupables et des coups de début à leur équipe. Donc voilà. Et puis dans le jeu, comme je l'ai dit, il y a eu ce moment là en deuxième mi-temps où plus rien ne se passait, tout était décousu. Pour moi, ça souligne aussi que De Bruyne manque beaucoup à la City. Je parle du vrai De Bruyne, hein, parce qu'il était sur la pelouse hier, le Belge, mais c'est pas du tout le même joueur que l'année dernière. Il est toujours pas revenu de sa blessure en termes de qualité de jeu. Et donc c'est des gros bémols que je mettrais à Manchester City. Du coup, c'est la défense centrale là, tant que John Stones ne revient pas. En plus, Otamendi sera suspendu au retour, c'est encore la galère. Et le manque de création au milieu de terrain du trio De Bruyne, Silva, Gundogan qui était pas si bon que ça hier. Voilà, messieurs, dernier petit mot sur ce match-là. Manchester City va se qualifier, vous êtes d'accord ou il y a encore un risque? Bon, moi, je suis plutôt d'accord, hein, même si ils n'auront peut-être pas forcément mis la méthode, enfin, pas la méthode, les moyens correctement, ils n'auront pas fait ça avec la manière. La manière, exactement. S'ils n'auront pas mis la manière, je pense qu'ils vont passer et que ça devrait être un match à peu près plié d'avance. Non, oui, ça me semble aussi très compliqué pour Schalke de faire quelque chose. Ok, bon bah voilà, cette fois c'est fini, c'était les 4 matchs de cette semaine. On va se retrouver là pour ce qui est de la Ligue des Champions, les prochains rendez-vous, donc c'est les matchs retour évidemment. Première semaine de mars, le 5 mars, ça sera C'est Dortmund. long! Dortmund, ouais, il y a une petite pause là. Dortmund, Tottenham et Real Ajax. Et le 6 mars, Paris United, Porto, Roma. Ça sera la semaine d'après, donc dans 3 semaines, le match retour des affiches qu'on vient de débriefer aujourd'hui. Voilà, on va se quitter là-dessus. On espère que le podcast vous a plu, que vous continuerez à suivre cette série Ligue des Champions. Et ben, bonne écoute. Continuez à nous suivre sur CPI Sport, comme d'hab, hein, le site, le Facebook, le Twitter, YouTube, SoundCloud pour les podcasts. Et voilà. À ciao, bonsoir. Yes, bye bye. Ciao, bonne soirée!